on va maintenant aborder une phase particulière, puisque c'est nouveau dans l'école, mais pour des raisons que je vais expliquer. À raison de 5 fois dans l'année, 5 ou 6 fois, en comptant cette séquence, vous allez participer à une masterclass, pré-masterclass, puisque vous êtes en année de pré-masterclass du cœur. Du cœur, parce que vous l'avez déjà senti ce matin dans les valeurs qui ont été évoquées, vous l'avez senti à travers les témoignages. Nous sommes une grande école de gestion internationale, mais aussi une école de management. Et qui dit management dit qu'il y a des valeurs. La place des comportements est clé, encore une fois, dans son petit entourage, dans sa promotion. Et naturellement, plus largement dans la vie professionnelle, pour son pays. Et je l'ai dit de façon sobre ce matin, mais je veux le dire avec beaucoup d'émotion, de fierté et d'amitié. Nous avons la chance que Alexandre Lederman, promotion 88, il vous donne cette année la possibilité de participer à un cycle de conférences obligatoires. Les fois prochaines, il y aura un sandwich et une bouteille d'eau, entre midi et 2, pendant 90 minutes, de 12h30 à 14h, où il va faire intervenir et il va partager avec vous des enjeux du management, en faisant, encore une fois, contribuer de très grands acteurs. Mais Alexandre ne s'est pas découvert cette vocation de maître de conférence, on va dire, à ESCP Europe. C'est quelque chose qu'il a en lui depuis très longtemps, qu'il a encore plus développé après son passage à l'école. Et Alexandre va lui-même l'évoquer avec toute la densité et puis la force de ce qu'il a vécu en ayant été, en tant qu'étudiant à ESCP Europe, cofondateur des Restos du Cœur, il y a exactement 30 ans. Alexandre, bienvenue, mais tu es toujours chez toi ici. Je sais qu'il y a des membres du corps professoral qui sont ravis d'assister et de vivre à nouveau certains des moments. Il va vous expliquer avec beaucoup de chaleur et avec un style inégalable un certain nombre de choses sur l'école, sur la passion qui l'anime, et puis vous présenter nos grands intervenants sur une thématique du jour qui est créativité et management. Cette coproduction, j'allais dire, Alexandre Lederman et ESCP Europe, est une idée qui revient au directeur académique Andreas Kaplan et moi-même à l'occasion de discussions nombreuses. Et vous verrez que c'est non seulement faire passer des expériences rares de dirigeants dans des secteurs et sur des thématiques de gestion importantes pour vous, mais c'est aussi une façon de souder cette promotion et de vous, je reviens sur l'expression de ce matin, de vous engager dans notre belle école. Mon cher Alexandre, c'est un bonheur de t'avoir. Merci pour ton temps, parce que, je le redis, avoir le temps de dirigeant de façon bénévole et aussi, j'allais dire, généreuse, c'est absolument rare et, encore une fois, un vrai bonheur. Reste là 2 secondes, parce que je vais dire, voilà, on monte ensemble. Je voudrais quand même... Parce que vous avez fait connaissance avec le directeur, mais il faut quand même dire qu'on a un directeur assez exceptionnel d'ouverture d'esprit. Vous allez avoir l'occasion de le découvrir, mais c'est une chance. C'est une grande chance pour vous, parce que là, vous allez pouvoir, quelles que soient vos envies, votre vocation, votre profil, avoir une oreille. C'est pas toujours le cas. Là, vous allez vraiment être encouragé, vous allez véritablement... Et Franck, là-dessus, vous allez le découvrir tout au long de l'année. Et quelqu'un... Vous pourrez toujours venir le voir pour aller jusqu'au bout de votre projet, quel qu'il soit. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais Franck, surtout, merci pour cette ouverture, puisque cette journée, moi j'appelle ça l'arche de Franck, parce que comme vous avez vu, les intervenants ne sont pas tout à fait le même profil. C'est un peu varié. Donc, mais ça, c'est beaucoup dû à Franck. Donc, encore une fois, merci Franck, et on va démarrer. Simplement dire aussi que ce matin, j'ai présenté l'école, la communauté ESCP Europe comme une entité indivisible. École, ancien
et fondation. Et Alexandre l'incarne vraiment totalement, parce que ce qu'il a fait pendant qu'il était à l'école est exceptionnel. C'est un ancien qui redonne à sa promotion. Et c'est aussi un grand donateur de la fondation ESCP Europe. Je sais que avec beaucoup de modestie, tu ne l'aurais pas signalé, mais c'est important pour moi de le dire. Merci beaucoup. Alors... Donc, c'est vrai que moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Je suis sûr que sur les différents micros, je teste un petit peu parce que cela fait un peu plus 70s, mais on entend mieux, non? Donc, c'est pas non? Bon, enfin voilà. En attendant, je trouve que quand je reviens, moi, dans cette école, il y a toujours une chose. D'abord, la porte, ça commence par la porte d'entrée. Parce que quand on a fait les Restos du Cœur à l'école, on faisait des appels à la radio pour les dons. Mais ce n'était pas encore structuré. Donc, il y a des gens qui pensaient que c'était à l'école qu'on déversait pour faire les stockages de nourriture. Donc, c'était un peu surprenant, ce qui fait qu'on demandait aux personnes responsables de l'entrée d'ouvrir quand il y avait les camions, tout ça. Et je me rappelle tout d'un coup, et puis il y avait des profs qui disaient « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» Et je me rappelle, c'était remonté au directeur, il se passe quelque chose parce qu'on lui a demandé ce qu'il fait, et il nous explique que n'est-il pas là pour apprendre à gérer des supermarchés? Alors ça avait un petit peu étonné un petit peu la direction et le corps professoral à l'époque. Et puis finalement, on a réussi, avec l'aide de l'école, avec l'aide de tout le monde, je vais vous raconter un petit peu ça, à créer ces Restos du Cœur à l'époque, donc à l'école. Il est déjà là-bas. Unis. Grâce à l'initiative d'un homme controversé, certains le détestent, d'autres l'adorent, mais il faut reconnaître en tout cas qu'il a du cœur, car son initiative va aider beaucoup de gens dans le besoin. Reste que la mise en place de cette aide alimentaire pour les plus démunis a soulevé des problèmes logistiques, loin d'être tous résolus. Le reportage d'Agnès Poirier. Donc pour les 3 tonnes de choucroute, c'est d'accord. Et Pierre, est-ce que tu peux appeler Nancy et leur dire que sur nos 15 000 boîtes, on leur en envoie 5 000? Eh bien oui, nous y sommes. On s'active dans l'ombre de Coluche. Il y a la télévision, c'est formidable. Ouais, c'est ici. Les restaurants du cœur, c'est son idée. Chanter pour l'Éthiopie, d'accord. Nourrir ceux qui ont faim à côté de vous, c'est bien aussi. Une photo dédicacée, pas de problème, oui. Il faut appeler L'idée est généreuse, sa réalisation, toute une aventure. Il y a 2 mois, 30 étudiants de l'école supérieure de commerce de Paris, moyenne d'âge 20 ans, relèvent le défi avec passion. On a pris une première décision. On a décentralisé, c'est-à-dire qu'on a contacté toutes les autres écoles de commerce et d'ingénieurs de France afin de couvrir toutes les régions de France. D'autre part, on a commencé à contacter toutes les sociétés agroalimentaires pour recevoir des dons en nourriture. Puis, on a contacté les banques pour être financés, les bénévoles pour assurer la distribution de paniers repas dans les points de distribution, et enfin, des professionnels pour qu'ils nous apportent leurs compétences. Petit à petit, l'idée fait son chemin. Les relais se mettent en place, les entreprises se laissent convaincre. On arrive à l'école, voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais j'ouvrais les portes des salles en disant « Bonjour, Coluche lance les Restos du Cœur, voilà. Aujourd'hui, on ne va plus avoir le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, tout ça. » Ça laissait quand même un certain nombre de personnes dubitatifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la révolution à l'école? Et en fait, comment dire, en plus, on était, bien avant, on s'était déjà briefé, on était des spécialistes du kilo de viande désossée, tout ça. Enfin bon, bref, tout le monde connaissait bien son job, mais ça surprenait un petit peu. Alors, évidemment, on s'est réunis, une poignée d'étudiants, que moi, on avait mis des petites pancartes, on avait un petit local, et puis quelques étudiants sont venus spontanément. Alors, vous voyez, ils sont là. Ça, c'est une photo qu'on avait prise à Europe 1, puisque c'était lancé dans les médias. Mais au début, il n'y avait pas grand-chose. Mais disons qu'on en parlait beaucoup. Notre problème, c'est qu'on en parlait beaucoup, mais il n'y avait rien derrière pour l'organiser. Donc là, c'est sympa parce que c'est des camarades de Promo 88 ou Promo 87 ou autres, et tout autour, plus derrière, des gens d'autres écoles de commerce de France. Je vois Pierre, qui lui est devenu directeur maintenant, président-directeur général d'AXA Bank. Attention, les stations en fréquence, ici la station Coluche, les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur pour un appel... Pas de soirée, pas de week-end depuis 2 mois, pas de vacances en vue. Pourtant, ces travaux pratiques grandeur nature leur serviront peut-être autant que les cours qu'ils ont séchés. Ça rentre tout à fait dans le cadre de nos études puisque c'est vraiment une entreprise qu'on est en train de monter. Et puis maintenant, pour toute cette équipe d'étudiants, si vous voulez, c'est mise au service de cette opération pour mobiliser le maximum de gens. Et à ce niveau-là, tous les contacts qu'on a pu avoir dans ce but humanitaire nous seront utiles. Je vois Juliette qui, elle, est devenue, elle a fait une carrière extraordinaire. Elle a fait Harvard après, elle est passée à la Silicon Valley. Laurence,
qui s'occupait un peu de la comptabilité. Maintenant, c'est une grande chef comptable à HSBC. Enfin, on pourrait les énumérer comme ça. Un autre qui est devenu un mogul de l'immobilier. Un autre qui maintenant s'occupe de compagnie assurance retraite. Donc, d'autres qui sont devenus entrepreneurs dans la nouvelle technologie. Enfin, c'était des... On a même, on a même un ecclésiastique dans notre promo. Hein. Promo 88, c'est très varié. Donc, quand on se réunit, ça fait un peu... Vous voyez, il y a un peu de tout. Hein. Donc, voilà. Et on a lancé ça de manière spontanée. Alors, vous qui êtes étudiant, vous allez avoir des participations certainement dans les associations. Alors là, je suis un petit peu priant parce que les associations, bon, c'est bien de dire les associations, mais là, il y a beaucoup de directions académiques, de professeurs. Je ne vais pas vous dire de passer trop de temps dans les associations, n'est-ce pas ? Mais c'est une bonne école, c'est une très bonne école. Il faut faire la part des choses. Je me suis assagi avec le temps parce que je passais quand même beaucoup de temps dans les associations en ce qui me concerne. Donc, première décision qu'on a prise, on va diviser la France en régions, on va diviser la France en... Voilà. Et on a fédéré à peu près, je ne sais plus combien d'écoles, enfin 15 ou 20 écoles en France. Alors des écoles de commerce, parce qu'évidemment, nous on pensait aux écoles de commerce qu'on connaissait. À Lyon, c'était Centrale Lyon. À Dijon, c'était l'école d'agronomie. Donc un petit peu dans toute la France pour faire... Donc, pour commencer à gérer, pour commencer à organiser. Et moi, je faisais le lien donc ici avec l'école, et j'allais tous les jours à Europe 1 faire le point à Coluche, qui m'appelait docteur d'ailleurs à l'époque, parce que bon, c'était pas toujours voilà. Et mais toi et ton équipe de jeunes docteurs, alors c'est assez marrant. Et donc, on a commencé comme ça à voir comment on pouvait recueillir de manière intelligente tous les appels qui arrivaient en radio. Et comment est-ce qu'on pouvait commencer à distribuer des repas. Alors, deuxième décision qu'on a eu à prendre. Alors ça, c'est quelque chose aussi de... Vous disiez, mais attendez, les restaurants, les services de l'hygiène et tout, c'était vraiment un problème. On est un pays de normes administratives, comment on fait ? Alors là, je suis un petit peu fier. Bon, voilà, j'ai un petit égo aussi en ce qui me concerne. Là, c'est une idée un peu personnelle. Comme j'aime bien le cirque, hein, d'ailleurs vous allez voir aujourd'hui j'ai un côté monsieur loyal, hein, je vais passer entre vous, vous affolez pas dans les rangs comme ça pour voilà. Je me suis dit, et si on faisait des grands chapiteaux et que les gens viennent avec par souci de respect pour les plus démunis d'entre nous et simplement comme s'ils allaient au centre Leclerc, sauf que c'est gratuit, un panier repas. On pourrait servir plus de repas et on n'a pas les problèmes des services d'hygiène parce qu'il n'y a pas le problème de cuisine. Et en plus, on peut récupérer, parce qu'en France, les normes sont très fortes, on peut récupérer toutes les nourritures des supermarchés qui sont encore valables à quelques jours près. Et ça a été accepté. Et finalement, on a comme ça résolu le problème de c'est quoi distribuer des repas. C'est compliqué, mais comme ça, il n'y avait plus les services d'hygiène, et on pouvait le faire de manière un peu plus sauvage et avec des gens qui nous prêtaient des chapiteaux. Et à partir de là, on a recruté des gens des banlieues, dites banlieues rouges à l'époque, comme Gennevilliers, tout ça, et les gens venaient nous aider c'était le premier chapiteau là-bas. Coup d'envoi aujourd'hui dans 17 villes avec un objectif, fournir 50 000 repas quotidiens. Le reportage d'Agnès Poirier et de Roger Motte. Ça va les garçons ? Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé ? Restaurant du Cœur, une première. Pas une minute à perdre. Dans quelques heures, 600 repas gratuits vont être distribués à Gennevilliers, au nord de Paris, sous un chapiteau. Au menu, friand, steak haché, pommes de terre, gâteau, orangeade. Cela grâce à 20 bénévoles, membres d'une association d'aide aux toxicomanes. Ils ont, en un temps record, trouvé un chapiteau, une municipalité accueillante et des marchés, des entreprises voisines. Tous ceux qui ont faim, il faut qu'ils mangent. C'est ça ce qui m'a séduit dans l'idée de Coluche. Avec cette énorme publicité, j'espère que ça va faire bouger un peu les Français qui sont quelquefois un peu égoïstes, mais dès qu'on leur demande quelque chose, ça marche formidablement. Les jeunes étudiants de l'École supérieure de commerce de Paris mettent aussi la main à la pâte. Les managers du Cœur, ce sont eux. Enthousiasmés par le projet de Coluche, ils ont en quelques mois créé une véritable entreprise. La mise en place a été très difficile parce qu'il a fallu contacter les sociétés agroalimentaires, les banques, il a fallu former les équipes de bénévoles, il a fallu se déplacer dans toute la France. Mais rien n'est encore joué, il faut maintenant tenir 3 mois. Alors ça nous a fait quelque chose parce que dans ces chapiteaux, bien évidemment, des gens venaient, peut-être un peu par opportunisme, mais peu importe, du moment qu'on pouvait distribuer ces repas et commencer à s'entraîner. Et en fait, on n'avait encore pas, on n'avait rien. On n'avait pas encore une seule boîte de viande. Hein. On faisait semblant. Moi, je le fais très bien d'ailleurs. C'est-à-dire, première émission de télé qu'il y a eu après, je faisais le monsieur loyal avec les radios. Tout le monde nous suit, c'est formidable, toute la France nous suit, tout ça. Sauf que pas encore.
À la fin de l'émission, on nous suivait. Au début de l'émission, il n'y avait pas grand monde. Donc je faisais semblant. C'était Robinson et les Indes du Pacifique. Vous voyez, on s'inventait des gens, quoi. Mais bon, petit à petit, ce qui est extraordinaire par réflexif interactivité, c'est devenu une réalité. Mais on anticipait un peu la réalité. Alors je vous dis parce que pour faire un peu le lien après avec les magnifiques entrepreneurs qui sont là, il faut quelquefois l'inventer, la réalité. Je ne le dirai pas trop fort, mais c'est quand même important. Alors, autre point important, bien évidemment, on faisait le lien entre les médias, l'appel aux dons, les financements. On a très vite été agréé par la Fondation de France pour que les dons soient déductibles fiscalement. On faisait le lien, évidemment, avec toutes les grandes écoles, les autres grandes écoles de commerce de France. Sinon, évidemment, tous les centres géraient les écoles géraient les centres qui fonctionnaient avec des gens un peu démunis, mais disons un peu moins que ceux qui plus tard allaient faire la queue. Alors pourquoi ça a été important? Parce que on n'avait rien au départ. Hein. Donc au départ, il faut se rappeler que donc je vais continuer, mais vous n'hésitez pas. Ceux qui ont des questions, déjà lèvent la main. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment interactif. Hein. Il n'y a pas deux questions à la fin pour savoir qui en pense quoi. Déjà, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Donc un truc important. On allait chaque semaine en province, donc avec Coluche, hein, qui d'ailleurs était complètement incroyable, parce qu'il disait, vous pouvez raconter de moi ce que vous voulez, mais touchez pas au resto. Parce qu'évidemment, c'était pas reconnu, il y avait de part et d'autre une certaine jalousie, agressivité, tout ça. Enfin, c'était pas simple. Mais surtout qu'on arrivait pour montrer que quelque part, certains politiques ne faisaient pas toujours leur boulot. En tout cas, c'était pris comme ça. Donc, on forçait un peu la main. Et quelquefois, c'était pas simple d'ouvrir les portes. Fallait un peu y aller au pied de biche, on va dire. Hein. Mais après, ça se passait bien. Mais dans un premier temps, il fallait forcer les portes, hein, comme tous les entrepreneurs. Donc, on parlait pas de start-up sociale à l'époque. Hein. Tout le monde ne comprenait pas ce qu'on voulait dire. C'était genre les bébés managers du cœur. Hein. Donc, on voulait un bouffon des bébés managers du cœur et tout. Vous racontez quoi? C'est pas simple. On arrivait en province, on était reçus par les grands politiques de l'époque. Donc... Mauroy, à Lille, alors ça tombait mal parce que Coluche l'appelait le gros rougeau de Lille. Ils avaient des surnoms pour chacun. Certains le prenaient bien, d'autres un peu moins bien, quoi. Hein. Donc, on arrivait dans ces conditions-là. Le fait d'avoir une école, on était chez nous, les étudiants qui nous accueillaient, ça Coluche adorait parce que il n'avait pas besoin. Il dit les journalistes, vous me suivez si vous voulez, les politiques, vous me suivez si vous voulez, vous me suivez si vous voulez, mais nous, on est chez nous. Donc on était là, chez nous, dans chaque école, avec les étudiants. Voilà, comme ici, vous êtes chez vous dans cette école. Et ben voilà. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que du coup, on n'avait pas forcément besoin. On avait déjà notre infrastructure et ça faisait du nombre. Ce qui fait que, en fait, quand on a démarré, je me souviens encore du chiffre. Allez, peut-être l'objectif, c'était. On avait lancé un objectif de 200 000 repas par jour, complètement. C'était aussi précis que les business plans futuristes que font certains. Hein, sur les chiffres. Donc la réalité n'était pas là. Par contre, on a commencé avec 30 000 repas, on a fini énorme. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est des millions et des millions et des millions de repas, pratiquement 1 million de repas par jour. Plusieurs personnalités nous ont aidés. Le président de la République de l'époque, François Mitterrand, bien sûr. Mais également Dominique Baudis, à Toulouse. Jacques Chaban-Delmas, à Bordeaux, qui a intercédé en notre faveur pour que l'association soit agréée par la Fondation de France. Une personnalité clé, à l'époque, a été Jacques Attali, car il nous a non seulement ouvert son carnet d'adresses, mais en plus, il nous encourageait, les jeunes, les moines soldats, comme nous appelait Coluche, à nous impliquer, et un soutien en tant qu'étudiant, puisque c'est une personnalité brillante. Nous savions qu'il avait fait des études brillantes. Tout ça, ça n'aurait jamais pu se faire, jamais possible, sans la générosité exceptionnelle de Coluche, bien sûr, mais des gens du monde du music hall, du show business. Moi, je suis né dedans, donc évidemment, je suis très familier, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire cette spontanéité, ce fait, on donne directement, on y va, puis on verra après ce que ça va donner. Toi, à l'époque, c'était assez rare. Hein. Ça, c'était pas du capital qu'on peut compter en monnaie sonnante et trébuchante. C'est véritablement ce genre de choses. C'est humain, et c'est une générosité absolument incroyable de voir tout le monde qui défilait. Première journée
à Europe 1, en octobre, on a commencé à récolter des dons de manière importante. Et la première émission de télé en janvier, donc 1986, on avait battu des records, mais c'était pas simple. Ça aurait fait peut-être plein de soupe pour les Restos du Cœur, hein, Alexandre. Oui, en effet. Oui. Voilà, bien, il faut que je vous présente Alexandre Lederman. C'est lui qui s'occupe des Restos du Cœur de Coluche. Après ça, il y a un truc important, c'est que les Restos du Cœur, ce sont déjà des jeunes qui s'en occupent un peu partout en France. Dans toute la France, ce sont des jeunes des écoles de commerce qui organisent, qui font la gestion des Restaurants du Cœur, et notamment qui sont occupés de trouver des locaux, d'organiser les billetteries pour la fameuse Boum du Cœur qui a eu lieu samedi et qui est, il faut le dire, la manifestation extérieure qui a été la plus importante, qui a ramené le plus pour les Restaurants du Cœur, puisque grâce à cette manifestation, on va pouvoir distribuer 50 000 repas. Faut bien le dire, il y avait plein de gamins entre 10 et 14, 15, 16 ans qui sont éclatés un petit peu dans cette boum. Et puis c'était la première fois qu'on organisait ça. Et surtout, c'était pour les Restos du Cœur. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que déjà, depuis la création des Restos du Cœur, les jeunes sont vraiment dans le coup. Ces étudiants des écoles de commerce, déjà, gèrent sur place les Restos du Cœur. Oui, dans chaque région, ce sont les étudiants des écoles de commerce qui gèrent les Restaurants du Cœur. Et la coordination de l'ensemble est faite par l'École supérieure de commerce de Paris, où on est à peu près une trentaine à travailler à l'opération Les Restaurants du Cœur. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien, on distribue 150 000 repas par jour, mais hélas, on va s'arrêter le 21 mars, mais on pense reprendre l'année prochaine. Alors bon. Et puis l'année prochaine, on fera une super grande, alors plus une super maxi boum du cœur avec encore mieux organisé, en prenant son temps et tout, de façon à ce que là, vraiment, ça cartonne un max. Hein. Bien, ce que je te propose, c'est de regarder, on y était tous les deux, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui s'est passé à Paris. Ça se passait à la Grande Halle de la Villette. Répétition générale. Alors, comment ça marche les Restos du Cœur? Combien de repas distribués par jour? Pour l'instant, on est à 126 000. Et il y a déjà le lycée de Meaux qui distribue aussi. Il y a les scouts de Coulommiers. Il y a plein d'adolescents déjà qui sont dans le coup. Alors ça, il faut développer ça aussi, ça va être bien. Ses grands yeux se cachent le serment. Il a lui aussi la musique dans le sang. Et puis sa jeunesse dans son instrument. Oh, fais de la musique. Oh, fais de la musique. Alors, autre point aussi, management. Évidemment, c'était aussi considéré comme, entre guillemets, même si pour ceux qui s'impliquent dans tout ce qui est générosité, philanthropie pour le bien, comme une forme de marché, non pas captif, mais quand même. Donc on a rencontré toutes les autres associations. Et il a fallu, à travers la Fonda, je me rappelle, qui regroupait des... Et il a fallu s'entendre avec toutes ces associations qui disaient « Mais qu'est-ce que vous venez vous occuper? Qu'est-ce que vous venez faire ?» Puisque nous, on s'en occupe depuis telle année et tout ça, et vous prétendez tout révolutionner. Là, on a eu cette chance. L'abbé Pierre était présent, moi, ça m'avait véritablement... il nous regardait en tant qu'étudiant, il nous considérait, pour lui, on était des moines soldats. Bon. Et il nous a dit, Coluche, on est content que vous soyez jeunes, laissez-moi m'occuper des associations. Il les a regardés, il leur a dit, ensemble, nous allons écraser la pauvreté. Alors moi, j'étais là, j'avais pas vu ça comme une guerre au départ. Et petit à petit, j'ai pris des cours. C'est qu'en effet, il nous a expliqué, pour arriver là où vous voulez aller, la bonne volonté, la jeunesse ne va pas suffire. Donc, voilà. Donc, on a été formés, et moi particulièrement, avec un manuel de Sun Tzu, version Abbé Pierre. C'est un peu particulier, mais c'est très intéressant. Donc, on a eu quand même ces aides-là. J'insiste parce que ça a été important dans tout ce qu'on a développé. Nous travaillions nuit et jour. Une journée type, c'était 8h30 le matin, réunion à l'ESCP. 10h30, rendez-vous au ministère de l'Agriculture. Nous voulions obtenir les excédents de viande de la CEE.
On parlait déjà de la loi Coluche, qui sera présentée au Parlement par le sénateur Tétinger. 12h15, interview avec des journalistes. 14h45, rendez-vous avec les services de l'hygiène. 15h30, enregistrement de messages dans la vidéo mobile de Canal+. 16h15, briefing de Coluche à Europe 1. Et c'est à ce moment-là qu'il m'appelait docteur. Il pouvait, avec les informations que nous donnions, lancer des appels à l'antenne. 17h, discussion aux entreprises frigorifiques. 18h, rencontre avec les cibistes pour mettre en place un réseau d'entraide. 18h45, rendez-vous à la SNCF pour obtenir des facilités de transport. 20h30, retour à l'ESCP pour le bilan de la journée. Une journée très importante, le samedi 14 décembre 1985, journée spéciale resto sur l'antenne d'Europe 1. Tout le show business défile à l'antenne. Jean-Jacques Goldman, bien sûr, qui a été essentiel, mais aussi Michel Sardou, Patrick Bruel, Johnny Hallyday et bien d'autres. En une journée, on obtient plus qu'en 3 mois de travail acharné. Ça dépasse tous les clivages politiques. Les gens se précipitent rue François 1er pour déposer leur chèque. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Le 21 décembre, à 5h du matin, toute l'équipe se retrouve devant le grand chapiteau de Gennevilliers. Le premier resto va enfin ouvrir ses portes. À 7h, les premiers démunis arrivent. À 10h, la presse débarque. À 11h, les premiers paniers repas sont distribués. 10 000 repas fin décembre, 150 000 fin février. Plus du double aujourd'hui. En mars, 600 étudiants travaillent à plein temps avec nous. 1500 personnes au total. Une véritable entreprise. Le 26 janvier 1986, nous relançons encore la machine avec une émission spéciale sur TF1, 30 millions de francs récoltés en une seule journée. Il faut changer de banque. Nous passons au Crédit Agricole. Et aujourd'hui, je pense à Coluche, qui n'est plus. Et qui nous manque tellement à tous. À un de ses adjoints moins connus, Aldo Martinez, décédé il y a maintenant de longues années, et le responsable des restos à Marseille de l'époque, Guy Claessens. Il est mort fin janvier 1986 d'une leucémie. Jusqu'à la dernière minute sur son lit, il passait encore des coups de fil pour les restos. Ah, quand on passait la porte de l'ESCP, Pierre, Juliette, Laurence, Olivier, Stanislas, Isabelle, Arnaud et bien d'autres. Eh bien, on se projetait dans l'avenir. On avait 20 ans.